Bonjour. Je suis Guylaine Bennec, consultante formatrice autour des questions de prévention des conduites addictives des ados. Et je vais donc être la modératrice de cette table ronde qui va être dédiée aux questions de parentalité. On va se demander, quand on est parent, comment on s'y prend pour prévenir les conduites addictives. Et nous allons avoir un beau panel d'intervenants que je vais inviter tout de suite à me rejoindre. Alors, j'invite Brigitte Pinel. Brigitte va être notre témoin. Voilà. Bonjour Brigitte, bienvenue. Donc, Brigitte est la maman d'Antoine qui malheureusement est décédé en 2016. Et depuis, Brigitte s'engage auprès de l'association Addiction France et elle sera notre témoin pour cette table ronde. J'invite également Alice Mahon de l'association Addiction France. Alice. Alors, Alice est basée à Lille et elle travaille autour d'un outil qu'elle nous présentera qui s'appelle Trésor de parents. Bonjour Alice. Et elle nous parlera également de formation sur la thématique de la parentalité qu'organise l'association, plus en direct d'intervenants du travail social ou d'autres secteurs. Mais voilà, on va découvrir tout cela avec Alice. J'invite maintenant nos représentantes du programme Une affaire de famille. Bernard Basset en parlait tout à l'heure. Donc nous accueillons Antoinette Fouilleul. Bonjour Antoinette. Alors Antoinette est psychiatre addictologue. Elle nous parlera du programme. Elle sera accompagnée pour parler de ce programme par Françoise Dautois, qui est infirmière. Et nous accueillons aussi deux messieurs que j'invite à nous rejoindre. Hervé Stipétic, qui est directeur d'établissement à Addiction France dans l'Indre, notamment qui coordonne un service Point Accueil Écoute Jeune avec un espace de rencontre et de médiation familiale. Il est accompagné de Richard Moreau, qui est coordinateur d'une maison des adolescents qui est gérée par Addiction France dans le centre Val-de-Loire et qui nous parlera aussi de tout ce qui est fait dans cet espace. Et nous allons commencer par regarder des extraits d'un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Maman, ne me laisse pas m'endormir ». C'est un film qui a été réalisé par la comédienne Sylvie Tétu, qui a donné son accord, bien entendu, pour qu'on partage aujourd'hui quelques extraits. Voilà, à tout à l'heure. Non, César, faut que je bosse. Allez, Max. Non. Allez, Maxou. Oh. T'es méchant. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah rien. Juste faut que je bosse. Enfin, tu peux prendre un peu de temps pour lui, non? Non, mais c'est dingue. Quand c'est pas à Joe qu'il faut que je laisse ta place, c'est à César qu'il faut que je tienne la main. Quelqu'un peut penser à moi 2 secondes? Prendre son temps? Mais je te trouve injuste, chérie, c'est chacun son tour. Ça va, toi? On laisse tomber. C'est quoi cette histoire de place avec Joe? Il t'a gêné? Moi, je le trouvais mieux ces derniers jours. Oh, si, il était au top de sa forme. Mon ange, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui va pas. Non, rien. Mais tu sais que tu peux tout me dire, Maxou. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois rien? Comment ça, pourquoi je vois rien? De quoi tu me parles? C'est dingue, ça. C'est fou, ça. C'est sous tes yeux. Regarde, partout. Putain, il en prenait devant moi tous les jours. Il cachait ça sous les semelles de ses baskets. Il s'est même trompé de basket, il en a mis dans les miennes. Et regarde. Et ça. Il y en a partout. C'est dingue. Il y en a aussi là-dedans, regarde là. Et ça aussi. Les ordonnances et tout. Sous ton nez, putain. Et en plus, sur Insta, je l'ai vu traficoter avec des mecs chelous. Des médocs et autres. Demande à Yass, tu vas voir. T'as bien fait de m'en parler, chérie. T'as bien fait. Je pouvais en parler ni à papa. Fallait que je te le dise. T'inquiète pas. T'inquiète pas.
Je viens de trouver ça dans ses affaires. Il a même pas pris la peine de les jeter. Il y en avait partout. Qu'est-ce que c'est? Il se shoot avec ça. Des médicaments? Mais comment c'est possible? Il en prend à l'internat, ils disent quoi? J'en sais rien, ils disent rien. Si on m'avait dit, votre fils boit, attention, il fume beaucoup de pétards, on a trouvé de la coke, je me serais inquiétée, j'aurais compris malheureusement. Il est là, des médocs. Ouais, tu deviens accro comme avec n'importe quelle drogue, quoi. Il a à peine 17 ans. Je suis passée à côté, je suis complètement plantée. Mais non, tu t'es pas planté, on s'est tous plantés. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il se défonçait avec des médicaments? Mais tu te rends compte de la puissance de ces molécules? T'es dépendant en quelques semaines, Paul. J'ai pas vu que c'était grave. Si c'est ça, tant pis pour le lycée, tu le retires de l'internat et tu le mets en cure de désintox. T'as pas le choix. Voilà donc un extrait qui, je pense, nous remue toutes et tous, tellement il évoque énormément de situations. Donc je vous inviterai, Brigitte, à témoigner. J'imagine que vous aussi, c'est venu chercher et faire écho à des situations rencontrées dans votre famille, malheureusement. Oui, bonjour à tous. Alors c'est plutôt l'ambiance générale du film que j'ai visionné plusieurs fois, dans lequel je me retrouve. Alors plus spécialement dans cet extrait de ce film, c'est le déni au départ, ce calme artificiel du déni qui a été extrêmement long chez nous. Je disais souvent, il aurait pu consommer sous notre nez, on ne le voyait pas. Et puis tout d'un coup, il y a le tsunami. Le tsunami, on voit le visage de la maman. Là. Et ça y est, maintenant on sait, et puis le déni, c'est terminé. Donc c'est le combat de tout instant qui commence. Et ensuite, on le voit dans le film, c'est le combat donc, jour et nuit. On se reconnaît à des moments où soi-même on est prêt à péter les plombs. On le voit aussi plus tard dans le film. On pète les plombs derrière les mensonges, les incompréhensions, les désillusions, les médecins qu'on rencontre et qu'on pense qu'ils vont nous aider et qui ne vous aident pas parce que c'est ma pauvre madame, c'est à lui de faire la démarche. C'est pas à vous de venir. Il est violent. Il veut se suicider. Non, au revoir madame. Donc tout ça, on le retrouve bien dans le film. Et puis aussi, dans le film, j'ai compté 22 fois. T'inquiète pas, fais confiance. Antoine disait, t'inquiète pas, je gère, je m'arrête quand je veux. Et puis, Joseph est mort et Antoine est mort. Donc non, je suis pas. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que je suis pas très optimiste. Et moi, je pense forcément que quand on est dans le dur, comme dans le film, le témoignage que je veux donner aux jeunes, c'est t'inquiète, je gère, je m'arrête quand je veux. Non, Antoine est mort. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Et effectivement, c'est un sujet majeur pour notre société parce qu'on sait que les conduites addictives des ados sont une des premières principales causes de décès chez nos jeunes. Rien que l'alcool, ça représente un quart des décès. Et effectivement, on va essayer tout au long de cette table ronde de réfléchir à ce que nous pouvons faire en amont, en prévention, comment aider les parents dans leur rôle d'éducateur, comment repérer lorsque un jeune est en difficulté et comment accompagner par la suite ce jeune, sa famille, parce que des solutions existent. Et Brigitte est là pour témoigner de l'importance de tous se mobiliser. Et justement, à propos d'un programme, l'association Addiction France porte un programme à destination des familles et j'inviterai peut-être Antoinette à nous en parler parce que c'est un des programmes probants, je crois, autour de la prévention des conduites addictives. Merci, oui.
D'abord, je rappellerai, parce que ça fait écho, la première table ronde, le témoignage et ce que dit Madame Pinel, Brigitte, c'est vraiment important. Et ça a fait que, dès le départ, quand j'ai traité des addictions en créant un intersecteur, c'était de travailler avec les familles. Et effectivement, tout rendez-vous, une proposition aux familles était faite de venir les accompagner, et même pour les jeunes de ne pas travailler sans les parents. Donc c'est déjà il y a très longtemps que cette idée me poursuit, et que à un moment donné, au fil du temps, j'ai vu que je voyais les enfants de ceux que j'avais traités ou que j'avais traités auparavant en psychiatrie. Et donc, ça fait quand même un choc de les recevoir et de se dire, il faudrait tout de même traiter de la répétition dans ces transmissions générationnelles, d'autant que les parents se disent, je ne voudrais pas que ça arrive à mes enfants, et je viens pour mes enfants, etc. Mais bien sûr, il fallait qu'ils fassent des choses pour eux. Mais un jour, je vais à un congrès international à Montréal et je rencontre dans le même groupe une directrice d'un centre social, enfin communautaire, comme on dit au Québec, un centre local de santé, enfin quelque chose comme ça. Et elle présente un programme de prévention dans les transmissions générationnelles. Et tous les ingrédients que moi, je mettais en place dans l'intersecteur, je les retrouvais structurés dans ce programme très structuré. Et je me suis dit, je ne peux pas perdre le contact avec elle, il va falloir qu'on garde le contact. Et à l'époque, j'étais en Normandie, et avec Mireille Carpentier, que vous verrez tout à l'heure, on a pu mettre en place et transférer ce programme à la France. Donc il fallait un petit peu le rendre francophone, parce que le langage québécois n'était pas tout à fait adapté à la Normandie. Mais tout de même, on a eu des échos, et c'est comme ça que ce programme a été introduit d'abord en Normandie, puis ensuite à La Réunion, et que ce programme, Une affaire de famille, me tient beaucoup à cœur, parce que quand j'ai entendu la première table ronde ce matin, j'ai vu tous les chapitres et tous les ateliers qui se font dans ce programme, qui sont les questionnements que j'ai entendus ce matin. Donc ça me faisait aussi beaucoup d'écho. Donc ce programme est un programme de prévention, donc dans les transmissions générationnelles, qui a quand même pour but, il faut que je nomme tout de même cette Québécoise magnifique et qui est passée récemment en France pour former une nouvelle équipe d'animateurs dans le centre Val-de-Loire, et donc on est en Normandie. Et donc Line Caron est une merveilleuse créatrice de ce programme, et qui a suivi l'évolution du temps, puisque outre les apports d'approche systémique avec des points vraiment importants, les neurosciences viennent confirmer la pertinence de ce programme-là. Donc je trouve qu'on n'y a pas changé quelque chose pratiquement dans le programme et la structuration du programme. Simplement, les neurosciences sont venues confirmer le bien fondé du programme, qui, avec une chance inouïe, j'en avais rêvé, l'École des hautes études en santé publique avec Éric Breton et Élodie David, ont un programme de recherche sur ce programme-là pour le rendre justement probant à la française. Parce que bien sûr, ils avaient fait déjà des évaluations au Québec, et qu'on avait déjà fait des évaluations, mais pas du tout aussi poussées, à La Réunion, avec l'équipe universitaire d'anthropologie sociale à l'île de La Réunion, où le programme est aussi implanté depuis 2016 et depuis 2010 en Normandie. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation du programme. Françoise, concrètement, les programmes, les parents qui suivent ce programme, Une affaire de famille, qu'est-ce qu'ils apprennent? Vous me disiez souvent qu'à la fin du programme, ils disaient « Oh là là, si j'avais su ». Concrètement, ça se passe comment? Je vais essayer de... Voilà, ma voix va passer, donc c'est bien. Effectivement, à la fin du... Alors moi, j'interviens en tant qu'animatrice. J'ai été formée à ce programme,
Mais pour information, les personnes qui sont formées à ce programme vont faire le programme comme les participants. Il y a effectivement l'apport théorique qui nous est délivré, mais nous allons faire la même expérimentation. Nous allons vivre exactement la même chose que les participants pour avoir encore plus de cohérence et d'authenticité. Ok. Chaque parent qui participe à ce programme a un désir très fort de proposer à leurs enfants des relations familiales, interpersonnelles satisfaisantes, de proposer à leurs enfants un climat familial apaisé et sécurisant, et d'essayer d'être un meilleur parent. Et les représentations qu'ils ont de cette famille peut-être idéale à leurs yeux, le fait d'être un meilleur parent est très corrélé, évidemment, à ce qu'ils ont vécu enfants dans leur famille d'origine, à ce qu'ils ont pu partager quand ils étaient enfants. Donc le programme qui s'articule autour de 8 séances de 3 heures, plus un bilan 6 mois après, est extrêmement effectivement chronophage. On va leur apporter des points théoriques, mais ces points théoriques, ils ne vont avoir d'intérêt que si ces points théoriques sont très en lien avec ce qu'ils ont vécu enfant. Et voilà, ces points théoriques doivent être incarnés pour être porteurs de changements après dans ce qu'ils veulent proposer à leurs enfants, doivent être incarnés dans leur vécu d'avant, dans leur famille d'origine. Je pourrais éventuellement parler très rapidement de 2 notions théoriques qui me paraissent très importantes. La famille, c'est un système. Oui, la famille, c'est un système. Voilà, les 2 notions théoriques, l'interdépendance. Donc la famille est un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction dynamique, liés entre eux par des relations. Et si l'un des éléments est modifié, les autres le seront aussi. Et par conséquent, l'ensemble sera transformé. Donc ça, c'est la première définition. Alors c'est un petit peu théorique, mais qu'on leur donne, et en fait ça leur parle tout de suite. Voilà, on voit très bien qu'ils imaginent que voilà, c'est une chorégraphie, un mobile, l'image du mobile. Et la deuxième notion qui me paraît aussi très importante et qui leur parle beaucoup, c'est la notion, c'est le point théorique de l'homéostasie. C'est-à-dire cette famille, ce système très puissant, parce qu'on sait que la famille, c'est le premier milieu où l'enfant va évoluer. Ce système va mettre en place de façon claire ou confuse, explicite ou implicite, cohérente ou incohérente, sécure ou insécure, structurante ou aliénante, un fonctionnement, une organisation extrêmement codifiée pour permettre à ce système d'exister coûte que coûte et de maintenir à l'équilibre quoi qu'il se passe par rapport à l'extérieur. Et l'enjeu majeur d'une affaire de famille, c'est qu'au sein de ce système, qui doit perdurer à tout prix, est-il possible pour chaque personne, chaque individu, d'être conscient de ses propres besoins et de ne pas uniquement œuvrer pour le système famille. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà une première manière d'agir en prévention, c'est de s'intéresser aux adultes, aux parents et d'éviter la transmission de traumatismes intergénérationnels. Donc, c'est un axe d'action que l'on peut mener. Ensuite, j'ai envie de dire,
Nos ados vivent leur vie et tout parent, hein, quel qu'il soit, même sans avoir vécu des situations où le parent le plus compétent du monde en termes de parentalité peut aussi être confronté à des conduites addictives. Et j'aimerais justement demander à Richard, qui travaille dans une maison des adolescents, qui s'intéresse à chaque ado avec sa particularité, d'une part, de nous expliquer déjà ce qu'est une maison des adolescents, et puis peut-être de nous faire un portrait de toute cette diversité de parents, j'imagine, parce que vous accueillez aussi, je crois, des parents, et de l'ensemble des situations et des demandes peut-être formulées par les parents dans vos maisons des ados. Oui, alors effectivement, là, vous avez vendu un peu la mèche en disant que vous accueillez aussi des parents, puisque l'intitulé « Maison des adolescents » ne fait pas penser aux parents tout de suite, hein, de prime abord, hein, puisque les maisons des adolescents, juste peut-être pour information, pour peut-être peu d'entre vous, mais je rappelle quand même que les maisons des adolescents, aujourd'hui, c'est une maison dans chaque département, hein, de France. Vous retrouvez des maisons des adolescents voilà, sur toute la France, tout le territoire. 2 maisons des adolescents portées par Addiction France au sein du Berry, hein, de l'Indre et du Cher. Le Berry, non, bon. L'Indre, non, un peu moins. Bon, d'accord. Georges Sand, Gérard Depardieu, vous faites vos choix, hein, Georges Sand ou Gérard Depardieu. Voilà, ça c'est pour le département de l'Indre. Donc nous accueillons aujourd'hui, dans ce petit département de 275 000 habitants, nous accueillons environ 800 à 900 jeunes, hein, à l'année, donc c'est assez important. Jeunes, alors je précise la tranche d'âge, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les maisons des adolescents. Nous, on va de 10 à 25 ans. 10, ça peut paraître très jeune pour certains, mais c'est le début de l'adolescence. Rappelons aujourd'hui, comme marqueur, on va donner un marqueur très simple en puberté au niveau des jeunes filles. Aujourd'hui, on est à 11 ans au niveau des premières règles, en moyenne. Il y a environ, on était autour de 1960 en marqueur, donc ça ce sont les chiffres, on était à 14 ans. Donc vous voyez le début de la puberté, par voie de conséquence de l'adolescence, de plus en plus jeune. 25 ans, on constate qu'effectivement, à 21, 22, 23, on est encore à la maison, on n'est pas encore dans l'autonomie totale, on n'est pas encore dans l'indépendance, le travail, etc. On est un peu dans cette recherche d'autonomie et donc de fondation de famille, hein, aujourd'hui, en quelques chiffres, le premier enfant, pour une femme, c'est 29-30 ans. En 1960, je ne pense pas que c'était tout à fait les mêmes chiffres, hein. Donc on voit comme ça que l'adolescence, c'est de plus en plus grand comme espace, hein. 10-25, c'est énorme. Et nous, on s'aperçoit au sein de la maison des adolescents de l'Indre que de plus en plus, la tranche d'âge 10-14 est de plus en plus présente, hein. Donc une maison des adolescents qui permet un accueil inconditionnel, ce qu'on appelle inconditionnel. Voilà, on a la raison de pousser les portes de la maison des adolescents. Il ne doit pas y en avoir, finalement. Je viens, j'ai besoin de parler. On parle beaucoup ce matin de besoin de s'exprimer, de besoin d'écoute. C'est l'idée première au sein de la maison des adolescents, de pouvoir trouver quelqu'un pour pouvoir être entendu. Alors quelqu'un, donc rapidement, nous, sur la maison des adolescents de l'Inde, c'est psychologue, infirmière, éducateur spécialisé. On pratique l'art-thérapie également, donc ce qui est assez important lorsqu'on a la difficulté à s'exprimer de manière duel, de manière frontale, hein, c'est pas toujours évident, donc ça c'est ce qui nous aide beaucoup. Et puis dans l'accompagnement aussi autour du bien-être, du soin, du regard, de l'estime de soi, de son corps, etc. On a également une diététicienne qui vient nous aider aussi dans ce cadre-là. On parlait des consommations également, hein, depuis ce matin. On héberge également au sein de la maison des adolescents ce qui a été cité ce matin, les CJC, hein, consultation jeunes consommateurs. Donc c'est très important également de pouvoir l'héberger, même si c'est un dispositif qui appartient, qui est financé par l'Oxapa, mais de l'héberger au sein de la maison des adolescents, puisqu'on est sur une tranche d'âge de 14-21. Donc ça nous permet également de faire des ponts entre
je viens par rapport à une consommation, mais pas que. Je peux aussi travailler un petit peu autre chose. Je peux voir d'autres professionnels au sein de la maison des adolescents. Donc, la mèche que vous avez vendue, effectivement, c'est maison des adolescents, on pourrait rajouter derrière, et des parents. C'est l'idée aussi de pouvoir accueillir les parents, par rapport, comme le film l'a montré, je viens de constater quelque chose, je sais pas quoi, je suis perdu. En tout cas, la venue des parents, c'est souvent... Voilà, je constate un mal-être, je constate des scarifications, je constate des consommations, je sais plus quoi faire. Aidez-moi, je veux une réponse. On pourrait dire que l'attente principale, c'est aidez-moi, je veux une réponse, une solution. Donc les propositions au sein de la maison des ados, c'est pouvoir déjà apporter cet espace, cette parenthèse, c'est pouvoir parfois aussi permettre aux parents de venir. Alors on a des parents qui vont... C'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de situations où les parents sont séparés et les parents viennent ensemble. Viennent ensemble pour leur enfant, viennent ensemble pour leur adolescent, viennent échanger. On a pas mal de situations très conflictuelles. À la maison, c'est un peu le match de tennis, quoi. On se renvoie les balles au fur et à mesure et c'est compliqué. On vient à la maison des adolescents, on prend 1 heure, on se pose. On a travaillé depuis plusieurs années la question de la systémie. On en a parlé ce matin. Voilà, la famille, c'est un système. Donc c'est travailler aussi à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des entretiens famille. Là, ça fait plus de 6-7 ans qu'on a mis ça en place. Alors, on n'est pas sur de la thérapie familiale, on n'est pas sur de la médiation, vers dispositifs qui existent, vers lesquels on peut orienter, mais on est sur un peu une parenthèse de plusieurs entretiens où on peut venir poser un peu les choses, où on peut venir échanger, et là où on invite effectivement les parents, le jeune, le frère, la sœur, etc. Voilà un petit peu pour présenter un peu la maison des adolescents, pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Bon, je vois que vous me regardez, donc je fais attention également au temps. Un petit peu pour répondre à votre question. Merci, c'est très très clair, merci beaucoup. Vous, Alice, alors vous avez développé un outil qui s'appelle Trésor de parents. De quoi s'agit-il ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Alice Maton, je suis chargée de projet en prévention chez Addiction France, Hauts-de-France, donc à Lille. Généralement, on se situe un peu plus que le Berry. Chez Addiction France, Hauts-de-France, à Lille, on s'est rendu compte, en fait, donc nous, on travaille avec les professionnels, et les professionnels se sentaient un peu désarmés quand il y avait des parents qui arrivaient, par exemple, au centre social ou à la maison des ados ou dans le bureau de l'infirmière scolaire et qui disaient j'ai trouvé un paquet de cigarettes dans la poche de jean de mon enfant, j'ai trouvé un pochon transparent, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc nous, on a créé un outil pour répondre à ces besoins-là, un outil qui s'appelle Trésor de parents. C'est un outil qu'on utilise auprès des parents, donc, que moi j'accompagne les professionnels à utiliser auprès des parents. Cet outil, ce jeu, en fait, c'est un jeu, c'est un jeu de vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a un plateau, il y a des dés, des pions, des cartes, des mises en situation, des questions-réponses, des infos intox. Et cet outil-là qu'on utilise avec les parents, on sait qu'il fonctionne très bien, et notamment parce que, en fait, il véhicule 3 messages clés que les parents ont souvent besoin d'entendre. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls à se poser des questions. Ils ne sont pas seuls à être face à ces difficultés. Il y a d'autres parents qui sont exactement dans les mêmes difficultés qu'avec leurs adolescents. Et puis, ils ne sont pas seuls puisqu'il y a des personnes autour d'eux pour les accompagner, que ce soit des professionnels de l'éducation, des professionnels de santé, des professionnels de la prévention. En tout cas, voilà, ce premier message, vous n'êtes pas seuls. Ça, parfois, ça leur fait déjà du bien de l'entendre et de se rendre compte que les parents qui sont autour d'eux aujourd'hui, en fait, ils ont vécu la même situation il y a 3 semaines et que donc ils ont peut-être des petites pistes
assez changé. Le deuxième message, c'est faites-vous confiance. Souvent, ils ont besoin aussi ça de l'entendre parce que un parent, on dit souvent un parent qui se pose des questions, c'est déjà un parent qui a envie de bien faire et qui a envie d'être au plus près de son ado. Et du coup, on leur rappelle souvent que c'est eux qui connaissent leurs ados et qu'en fait, les compétences probablement pour accompagner au mieux leur adolescent, ils les ont déjà en eux. Parfois, ils ont besoin d'aide pour les repérer, pour les revaloriser, pour leur redonner confiance. Mais généralement, ils ont déjà les compétences nécessaires à l'accompagnement des prises de risques et des conduites addictives de leurs ados. Quand bien même on peut se faire aider, ça ne veut pas dire qu'on peut se faire aider, mais ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de choses entre les mains. Et puis, le dernier message qu'ils aiment bien entendre, on leur dit souvent, être parent, c'est pas simple. Ça, parfois, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas entendu, parce qu'on a l'impression que parfois dans notre société, être parent, c'est inné, c'est quelque chose que, bah voilà, ça y est, il est né, tes parents. Et puis être ado, c'est pas simple aussi. Et alors après, parfois quand je dis être parent d'un ado, imaginez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, ça permet juste parfois de se déculpabiliser un petit peu et puis d'apprendre aussi à être indulgent avec soi-même, indulgent avec son ado, et indulgent aussi pour, à tout prix, et c'est ce qui a déjà été dit, mais à tout prix maintenir le dialogue et la relation de confiance qui permettra et qui sera toujours essentielle dans cette question de prévention des conduites à risque et des comportements à risque. Merci. Donc on voit déjà par tous vos exemples que faire de la prévention, c'est d'abord et avant tout prendre soin des parents et s'intéresser aux adultes. Je crois qu'on peut dire ça. Je vous redonne la parole, Richard. On partagera tout à l'heure avec les autres intervenants, bien entendu. Mais très concrètement, Alice disait les inquiétudes des parents sont légitimes. Un parent d'ado qui commence à sortir, moi c'est mon cas, je suis en plein dedans, j'ai 3 enfants, les premières sorties, les premières fêtes, les soirées. Concrètement, on fait comment dans cette période quand on est une maman ou un papa ? Alors, moi j'aurais envie de dire par rapport à l'adolescence, mais par rapport à l'enfance, dès l'enfance et dans sa construction d'adolescent et de futur adulte, c'est aussi la question de ne pas pouvoir tout contrôler. Parce qu'on a ce sentiment à l'enfance, forcément, on contrôle beaucoup de choses. On va contrôler le sommeil, on va dire ouais, voilà, il faut aller te coucher à telle heure, etc. Puis petit à petit, on voit que ça grignote, que effectivement, l'ado, c'est normal. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est que souvent le parent va responsabiliser l'adolescent. Je peux donner des exemples très simples. Tiens, tu t'occupes un petit peu de ton petit frère ou de ta petite sœur pendant qu'on va faire les courses, parce que quand même, t'es grand. Puis en même temps, à 9h30, il faut que tu sois couché parce que quand même, tu as de l'école et c'est moi aussi qui décide. Donc des fois, il y a des paradoxes comme ça où on responsabilise à un moment donné et à un autre moment donné, on ramène un petit peu comme s'il était enfant. Donc pour aller et répondre à votre question, c'est cette question de se dire, voilà, je le responsabilise à un moment donné, il va falloir que petit à petit, je puisse aussi le responsabiliser, que je puisse, moi, en tant que parent, prendre des risques. Alors, je vous en parle là, en théorie, bien sûr que c'est compliqué. Vous l'avez dit, être parent, c'est pas inné, être parent, il suffit pas de lire un mode d'emploi, etc. J'allais presque dire, c'est un peu facile ce que vous me demandez de faire. Mais c'est cette question, effectivement, de pouvoir amener à, mais tout en fixant un cadre. On ne peut pas simplement dire, vas-y, tu es responsable, etc. On ne peut pas simplement fixer un cadre. On peut pas simplement... Voilà, c'est un peu un mélange de tout. Et il y a aussi notre implication à nous, éducateurs. Alors quand je dis éducateurs, c'est éducateurs grand E, parents professionnels, etc. Il y a la question de l'accompagnement. Il y a la question, on en parlera tout à l'heure, on en parlera aussi cet après-midi, de la réduction des risques. Il sort, jusqu'à quel point, moi je peux pas lui dire, ok, d'accord, mais c'est moi qui viens te chercher. Donc je fixe une règle. Je n'interdis pas. Parce qu'effectivement, je peux interdire, comme souvent ce qui se passe, et puis se dire, je contrôle, j'essaye de contrôler au maximum, et pour éviter. Mais il y a cette part, un petit peu de responsabilité, il y a cette part de risque, mais il y a cette part aussi d'implication et de cadre à donner de la part du parent.
D'accord, donc on entend bien que c'est une question de posture éducative en général, de poser le cadre, l'accompagnement. Mais ma prochaine question sera pour Hervé. Il y a énormément de produits qui circulent. On a vu tout à l'heure dans l'extrait, les parents s'attendaient à tout, sauf à une addiction aux médicaments pour leur enfant. On n'est pas toujours très informés, hein, nous les parents. Est-ce que pour faire de la prévention, c'est indispensable qu'on soit super connaisseur des différents produits et des différentes addictions Alors, moi qui ai débuté comme animateur de prévention, je n'ai pas pu tout tester. Et ça ne m'a pas empêché de pouvoir exercer ce métier pendant un certain nombre d'années, malgré tout. Ouf. Même si ça peut... Ah, bref. N'oublions pas que la très grande majorité de l'initiation aux produits alcool, qui a beaucoup été citée ce matin, se fait en milieu familial. L'initiation, l'apprentissage, etc. se fait là. Donc ça veut dire aussi que, du point de vue des parents, il y a plutôt une bonne connaissance de ce produit, il y a plutôt une bonne connaissance... avec une représentation sociale, une place, une valorisation parfois de ce produit, et il n'empêche qu'il puisse y avoir un certain nombre de difficultés, malgré tout, en lien avec ça. Donc, la connaissance en tant que telle du produit ou des produits n'est pas le socle fondateur de la posture préventive ou de l'accompagnement ou de la question du lien ou des travaux d'autonomisation. Bref, le rôle des parents, c'est-à-dire je t'apprends à grandir pour tu puisses t'autonomiser au maximum, même si ça va être compliqué pour moi de te lâcher à un moment donné. Donc néanmoins, dans ce que les parents peuvent exprimer, alors quand je dis exprimer, c'est le retour des collègues, que ce soit sur la Maison des Ados, on l'a dit, la CJC, mais aussi l'espace rencontre ou un service de médiation familiale que nous portons, c'est la question de la communication et de la difficulté parfois à utiliser les mêmes mots, le même langage pour pouvoir se comprendre. Pourtant, ça reste la même langue, mais néanmoins... un certain nombre de parents peuvent évoquer le fait que, voilà, moi, quand mon ado me parle qui vient de taper une douille, ça me parle pas trop, et que quand je googleise cette expression, il va falloir quand même un peu chercher 2-3 trucs. Donc effectivement, c'est de comprendre ce qui est en jeu, c'est de comprendre parfois des formes de technicité très élaborées dans les prises de produits, ce genre de choses. Pour autant, si la problématique se situe, qui n'est pas forcément une problématique, mais s'il y a quelque chose de l'ordre d'un enjeu, qui se situe plus sur la question du lien, la question du lien, la question de la communication, la question de comment on peut se parler, parce qu'une fois qu'on se parle, il y a le mode et la forme, c'est-à-dire sur quel ton, comment ça se passe, ce lien-là. Le partage de vocabulaire ne suffira pas si la forme n'y est pas non plus. Donc c'est bien la modalité de la communication. Ce qui est travaillé en médiation familiale, finalement, c'est on ne va pas... vous aider à mieux communiquer, mais on va surtout vous aider à trouver les clés d'une communication qui à vous, dans la singularité de votre situation, dans l'unicité de votre parcours de vie, vous paraît la plus favorable, la plus aidante et la plus accessible, la plus audible. Parce qu'il faut-il que la communication soit audible par tous si on veut pouvoir la mettre en place. Donc la question des produits... Ne faisons pas croire que nous sommes des faux jeunes très au fait des nouveaux éléments de langage, de type vocabulaire, etc. Je crois qu'au contraire, ce qui est rassurant à un moment donné, en tout cas, il nous semble, dans la posture de l'accompagnement que nous pouvons proposer et les retours que les parents font, c'est qu'à un moment donné, l'adulte reste à sa place d'adulte et qu'il soit garant d'une forme de cadre, car si l'adulte ne le fait pas, la question c'est qui pourra bien le faire et qui le fera. Donc c'est sécurisant. S'engueuler, c'est déjà communiquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas absence de communication et qu'il n'y a pas rupture de lien. Souvent, il y a le prototype que l'on entend, c'est il s'enferme dans sa chambre, il ne veut plus bouffer avec nous, les vacances, il ne faut pas trop y compter, ce ne sera pas trop ensemble. Alors là, on a envie de dire, c'est aussi le prototype de l'ado qui ne va pas si mal. Hein. Je veux dire, il ne veut plus voir ses parents, il veut bouffer dans sa chambre, se laver accessoirement. Bon, bref. Donc... par contre, derrière, c'est bel et bien la question de la souffrance. C'est la question de l'enjeu de cette souffrance-là et de la gestion de cette émotion. Or, en tant que parents, tels qu'ils peuvent l'exprimer, au-delà... Richard parlait de recettes, de choses comme ça, mais effectivement, il n'y en a pas, puisqu'à partir du moment où on touche à quelque chose de plutôt tripal, d'affectif, ça paraît de plus en plus compliqué d'objectiver la situation et d'objectiver la relation, puisque c'est naturellement insupportable de voir souffrir les gens que nous aimons, et d'autant plus en tant que parents. Donc inévitablement, et c'est là où on voit bien
comment la question du tiers ou du média qui viendrait à travers un programme, à travers un professionnel, mais aussi à travers un autre type de professionnel, bref, de la proximité, comment la question du tiers peut venir à un moment donné aider à exprimer ou une émotion ou une difficulté et à trouver une forme de repère, en tout cas d'envisager différentes portes, tout en sachant qu'à un moment donné, les clés, ce sera bien les parents qui les auront. Merci. Donc ça fait vraiment écho à la table ronde précédente. On voit bien que ce qui va protéger notre enfance, c'est notre lien, notre relation, la confiance aussi, la manière dont on va l'accompagner tout en supervisant, bien entendu. Donc on voit bien, tout à l'heure Christelle le disait, hein, la maladie des émotions et du lien, et c'est les émotions et le lien qui protègent, en effet. Toutefois, en tant que parent, il arrive qu'on s'inquiète, à juste titre, hein, on l'a vu tout à l'heure, j'imagine que Brigitte, à un moment aussi, s'est inquiétée. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir si notre inquiétude est légitime ou comment est-ce qu'il y a des signes d'alerte quand on est parent? Parce que peut-être qu'on dramatise à l'excès, peut-être qu'au contraire on va banaliser. Alors j'ai envie de vous demander, Françoise et Antoinette, est-ce qu'il y a des signes d'alerte sur lesquels les parents peuvent être vigilants? On va le voir à toutes ces étapes du grandir des enfants, parce que déjà dans la petite enfance, on va déjà pouvoir voir comment les parents ont appris à répondre aux besoins de l'enfant. Les besoins vont changer au fur et à mesure du grandir, puisque les besoins fusionnels de la première année vont évoluer vers un besoin d'autonomisation à l'adolescence. Donc ça va être toute une évolution. C'est pour ça que le métier de parent est un vrai métier, parce qu'il faut apprendre à pouvoir un peu prendre laisser se développer la personnalité de cet enfant, de se construire lui dans ses propres besoins et dans ses explorations du monde, au fond. Donc, les signaux d'alerte à l'adolescence, mon ado sort, qu'est-ce qui devrait m'inquiéter? Mon angoisse à moi. Mon angoisse à moi en tant que parent doit inquiéter. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que je suis envahie par cette angoisse? Est-ce que je ne pense plus qu'à ça? Est-ce que je n'ai plus de vie? Je vais mal parce que mon enfant n'est pas rentré, parce que je ne peux plus dialoguer avec, des choses comme ça. Ça va être déjà... Parce que dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, une difficulté, le niveau d'angoisse atteint, comme l'a dit Françoise, dans un système familial, tout le monde, au fond. Et chacun y réagit différemment. Il peut y en avoir qui vont se distancier, et on va voir ce que vont apprendre les parents dans le programme Une affaire de famille, différents rôles. Alors il y en a un qui va aller comme sauveur de tout le monde, un autre qui va au contraire se retrancher, un autre qui va faire le clown pour divertir toute la famille, un autre qui va essayer de compenser les choses, et qui est un candidat à devenir un futur codépendant, si ce terme va à tout le monde, par exemple. Oui, donc ne pas rester toute seule avec son inquiétude. Alors, ne pas rester, oui. Peut-être une question pour Françoise. Tout à l'heure, dans le film, on a vu, c'est le frère qui alerte la maman en disant « Mais t'as pas vu, regarde les médicaments qui cachent dans ses pompes, etc. » Est-ce qu'au quotidien, il y a des petites choses sur lesquelles c'est important d'être vigilant quand on est parent? Alors, c'est sûr qu'on pourrait faire un catalogue des signaux d'alerte, et je pense que beaucoup dans la salle les connaissent. Le jeune qui s'isole, la baisse des résultats scolaires, par exemple, un enfant qui allait au sport qui n'y va plus. Moi, je pense ce qui est important, c'est en fait tout ce que le jeune va donner à voir de différent d'avant mérite d'être questionné et interrogé. Et pour des parents, là Antoinette parlait de l'angoisse par exemple, pour des parents qui sont extrêmement anxieux, qui ont intégré quand ils étaient enfants la règle dans leur famille d'origine de ne rien dire, de ne pas faire de vagues pour protéger la famille et le système, c'est évident que face à leur enfant,
qui visiblement semble être un petit peu en difficulté, ça va être très compliqué. Et voilà, le programme Une affaire de famille va permettre justement d'identifier un petit peu ces mécanismes qui sont en fait aliénants, mais qui s'inscrivent dans l'histoire du parent. Et en fait, c'est décortiquer tout ce qui s'est passé avant, prendre conscience de tout ce qui s'est passé avant pour avoir un petit peu de hauteur, pour se décaler un petit peu, tout ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde précédente, pour avoir une vision un petit peu plus d'ensemble, avoir un peu plus d'outils pour mieux communiquer avec son jeune et peut-être proposer d'autres alternatives, plus dans la liberté et non pas dans la contrainte. Voilà. D'accord, merci. Et Brigitte, vous, en tant que maman, quand vous avez commencé à vous rendre compte que le comportement d'Antoine changeait, qu'est-ce qui aurait pu vous aider à ce moment-là ? De quoi auriez-vous eu besoin ? Alors, le mal-être d'Antoine, il a toujours été. Donc, c'était une observation attentive depuis la petite enfance, effectivement, d'un enfant, on sentait avec quelque chose de malheureux en lui. La vie était difficile, toujours. Donc, l'inquiétude, elle était toujours plus ou moins là. Et puis, il donnait beaucoup le change. Très beau jeune homme, très gentil, très ouvert, et comme le dit Madame Doutois aussi, dans une famille où si tu as un problème, tu te débrouilles avec, tu t'arranges, mais tu n'impactes pas la famille, quoi, hein. Chacun doit gérer ses soucis dans le silence. Et alors, ce qui m'a aidée... alors, d'abord, je voulais préciser là dans ce que j'entends et pourquoi je témoigne aussi encore aujourd'hui. Je me dis, quand j'ai préparé, peut-être que je cherche toujours à entendre que je ne suis pas responsable, d'enlever de la culpabilité. Et malheureusement, là, j'entends, si on entend les parents. Les parents, soyez vigilants. Les parents, comment vous pouvez regarder ? Les parents, comment vous pouvez accompagner ? C'est toujours la faute des parents, je l'entends encore là. Et c'est souvent la faute de la mère aussi. Et je l'entends encore ici. Et ça, c'est un lourd poids. Alors, moi, je voudrais vous dire, Madame Pinel, c'est extrêmement important pour moi de vous dire ça. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on est, ce que l'on a reçu, et avec l'enfant que l'on a en face de soi. Voilà, il n'y a aucune baguette magique. On fait ce que l'on peut. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que vous avez fait le maximum et que vous avez offert à Antoine, le meilleur de vous-même. Voilà. Et chaque famille... Voilà, ce matin aussi, on en parlait, et puis Alice aussi en parlait, la notion de culpabilité. Je veux dire, la culpabilité, c'est tout ça, c'est extrêmement aliénant. Et avec la culpabilité, ça peut nous pourrir la vie et nous, faire qu'on ne pourra pas avancer. Mais elle est là, cette culpabilité, et qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà. Chaque famille est singulière et particulière et chaque parent fait ce qu'il peut. Et ça, je crois qu'on a de cesse de le dire et de le redire. Oui, je veux dire par rapport à la culpabilité, effectivement, elle est constamment présente, puisque la culpabilité, j'aurais dû pouvoir faire quelque chose et j'ai été impuissante, et on a vu tout à l'heure combien l'impuissance fait partie du scénario de la maladie, des addictions. Donc
la culpabilité se cultive avec, en même temps que l'impuissance à pouvoir agir. Donc c'est pour ça que la question d'avoir des outils, des programmes, du programme Une affaire de famille, on le voit bien tous quand ils arrivent, viennent tous avec une culpabilité. Ça n'est pas que pour des problématiques addictives, mais des fois c'est pour des problématiques de difficultés familiales avec de la violence, des problèmes de communication, des problèmes de dépression, etc. Mais à ce moment-là, ce qui va être très important, c'est ce climat de bienveillance dans un groupe qui permet qu'on peut enfin se poser et ne plus être dans cette question de la culpabilité petit à petit qui va s'en aller. Et aussi dire que le programme Affaires de famille, c'est un programme qui nous fait voir qu'on ne va pas se coltiner que la famille nucléaire, qu'on va voir qu'on l'hérite d'ailleurs et qu'on a hérité avant. Et donc la culpabilité, elle peut être un peu partagée, si je puis dire, et que aussi même les événements de la vie sont venus impacter la vie familiale. On sait, nous, et en Normandie en particulier, on sait que la guerre de 14, la guerre de 39-45 sont venus impacter par des traumatismes importants, et on va retrouver beaucoup de psychotraumatismes dans ces familles. Et donc, du coup, le programme Une affaire de famille permet d'élargir, de faire le grand angle sur ces choses-là, et en même temps de faire une mise à distance, de prendre du recul. Et tous les gens qui ont fait le programme Une affaire de famille le disent. J'ai pris du recul, je vois autrement. Et comme Brigitte le disait, mais on est enfermé, on est dans les émotions, et là, on ne peut plus réfléchir. Et le programme Une affaire de famille fait réfléchir sur comment de notre cerveau droit, ça va aller dans le cerveau gauche, et comment le cerveau limbique, on va l'apprivoiser et ne plus en faire quelque chose qui est une bombe anxieuse, en quelque sorte. Merci. Voilà. Merci. Et alors, pour rebondir sur ce que vous dites, Brigitte, tout à fait. C'est vrai que quand on est parent, quand on est maman, on culpabilise, on nous fait porter le poids de tout. On l'entend, hein, si votre enfant boit, c'est votre faute. Enfin, on est toujours des mauvais parents de toute façon, tout à fait. Or, les études nous le montrent, hein, les déterminants des consommations, elles sont aussi sociétaux, commerciaux, environnementaux. Donc, nous sommes les premiers éducateurs, mais pas les seuls. Et malheureusement, il y a aussi des influences qui jouent. Et Antoine, comme tout jeune, il avait sa propre personnalité, sa propre vie dans une société sur laquelle vous ne contrôliez pas tout. D'où ma prochaine question à Richard. On voit bien que c'est une question de société, à la fois dans les causes des conduites addictives, mais peut-être aussi dans les réponses. Un parent, où peut-il trouver de l'aide? Un jeune, où peut-il trouver de l'aide? Qu'est-ce qui est fait justement pour aider concrètement dans des situations douloureuses? Justement, un petit peu pour rebondir sur ce que Brigitte disait, sur ce que vous venez de résumer, je reprends ce que vous aviez dit, tout à l'heure, cette question de trouver des lieux où, parce qu'on parle de culpabilité, on parle de jugement, on parle de choses comme ça. C'est très dur, hein, de faire porter, parce que c'est toujours plus facile de trouver la cause, de trouver le coupable, comme ça c'est rangé. Mais c'est de trouver des lieux justement où jugement, morale, alors là on parle des parents, moi j'ai la partie aussi ado, c'est-à-dire de permettre de trouver des lieux où justement il n'y aura pas ce jugement, il n'y aura pas cette morale. C'est-à-dire de permettre, alors c'est pas évident, hein, là on dit ça comme ça sur un plateau, tous ensemble, mais quand on est en entretien, quand on parle de soi, comme on dit un peu familièrement, quand on se met à nu, hein, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Donc c'est apprivoiser le lieu, faire alliance, on dit, avec le thérapeute, ou avec le soignant, ou avec l'aidant, en tout cas pour pouvoir justement évoquer ce qui fait souffrance. On parle, nous par exemple, au niveau de... C'est recensé statistiquement depuis des années et des années, à travers, voilà, on a toute une grille qui nous permet un petit peu de chiffrer. La venue des ados sur les maisons des adolescents, on va mettre sur une souffrance psychique. Alors, je ne vais pas détailler un petit peu tout ce que ça amène, mais sur une souffrance psychique. Au bout de plusieurs entretiens, lorsqu'on gratte un petit peu sur la question de la cause, on retrouve
Et là, c'est sans jugement, c'est un constat, quoi. C'est comme ça. On retrouve la question de la famille. Une affaire de famille, là, pour en témoigner. On retrouve la famille. On a souffrance, on a famille. Qu'est-ce qui fait souffrance? Qui? Comment? Ça, on n'est pas là pour dire « Ah, c'est de la faute d'eux », mais pour comprendre les choses. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure la question des entretiens famille. C'est-à-dire de permettre à tout le monde, à un moment donné, de se réunir, d'avancer sur quelques entretiens. Alors, une fois de plus, on le dit, on va le redire, et on le redira encore sur d'autres rencontres, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de solution toute faite, etc. Mais ce sont, j'entendais tout à l'heure également parler de petits pas. Ce sont des petits pas qui se font. C'est ouvrir. C'est pour nous aussi, dans le domaine du professionnel, c'est pouvoir orienter. Hervé parlait tout à l'heure de la question de la médiation familiale. On va nous orienter sur AXAPA, on va orienter sur une aide éducative. C'est un peu essayer de mettre tout ça en synergie. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais, oui, je comprends. Voilà. Question pour Hervé, peut-être Alice aussi. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un dispositif, un parent qui s'inquiète, il fait quoi concrètement? Il tape sur Internet, je m'inquiète. Vers qui à qui est-ce qu'on peut demander de l'aide aujourd'hui en France? Enfin, quand je dis parents, ça peut être grands-parents ou autres membres de l'entourage d'un jeune. Hein. Des fois, ce sont les copains aussi. Vous parliez des consultations jeunes consommateurs, par exemple? Alors, si votre question c'est à qui demander, il y a un ensemble d'établissements, de dispositifs, etc. Alors disponibles, le fil santé jeune, les maisons des ados, un par département, plein de choses. Après, c'est au-delà de l'appel, je crois qu'il y a en amont, c'est la capacité à demander de l'aide, c'est la capacité à accepter de l'aide, parce qu'on touche aussi, et vous l'avez très bien dit, mesdames, c'est à quelque chose de fort, d'ancré familialement, dans l'histoire qui est là, qui vient potentiellement interroger mes croyances, mes façons de faire, la manière dont moi j'ai été éduqué, la manière dont j'essaye d'accompagner mes enfants ou mon enfant. Donc ça vient toucher quand même à quelque chose qui est au cœur de chacun des parents. Donc oui, il y a tous ces espaces professionnels de dispositifs et d'établissements, mais si j'ose dire, le médecin de famille, le pharmacien, la copine, le copain, etc., peu importe, pourvu qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui libère cette parole et que je puisse, moi, de ma place, faire part de mon ou de mes émotions quelque part. À un moment donné, là où ça se fait, on s'en fout, pourvu que ça se fasse. Et ensuite, c'est le job des professionnels, d'une infirmière scolaire qui détecte, peu importe, de faire l'orientation au bon endroit, au bon moment, à partir du moment où cette orientation elle est acceptable, audible, qui parfois doit être accompagnée aussi, ou qui s'accompagne dans la durée, ce genre de choses. Ça va s'ancrer dans le temps, ça va s'accompagner dans le temps, donc il faut aussi faire ce chemin-là. Le fait d'orienter ou d'expliquer qu'il y a ça de possible et ça de possible ne suffit pas à accepter ce champ des possibles. En tant que tel, ça touche à quelque chose qui est quand même au cœur de chacun d'entre nous. Donc il y a aussi cette dimension-là, quand on parle d'orientation ou de choses à travailler en termes d'orientation, à mon avis, à mesurer le chemin qui est à parcourir pour le rendre acceptable. Et puis je voulais rajouter aussi qu'il y a des sites qui sont très bien faits, notamment je pense à Alcool Info Service, Tabac Info Service, qui ont des rubriques qui permettent de trouver la structure la plus proche de chez vous, qui pourra vous accompagner dans vos questionnements, vos difficultés par rapport aux conduites addictives. Et ce qui est intéressant, on en parlait déjà sur la première table ronde, mais en tout cas, cette rubrique, elle ne propose pas que des professionnels de la dictologie, entre guillemets, elle propose aussi des groupes de parole, elle propose des différents, je dirais, différentes structures et différents professionnels pour que vous ayez la meilleure chance de trouver celui ou celle qui vous conviendra, parce que la difficulté, c'est toujours de trouver là où vous vous sentirez suffisamment bien pour discuter de ça. Merci. Donc avant de passer à la période d'échange avec la salle, j'aurais une dernière question, si vous permettez, pour vous, Brigitte. Quand on a préparé la table ronde, vous nous avez dit à quel point l'accompagnement de l'association Addiction France avait été aidante pour vous. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Et est-ce la raison aussi pour laquelle aujourd'hui vous souhaitez vous mobiliser, vous engager? Oui, effectivement. Alors voilà, les deux motivations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de dire aux jeunes
Non, je gère, t'inquiète, ben non, on en meurt. Et puis la deuxième, c'est effectivement, j'ai eu cette énorme chance de rencontrer l'association qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années. Après avoir eu des portes qui se sont claquées à notre nez, le mien et celui de mon fils, de psychiatre, d'urgence, enfin bref, divers et variés, un médecin traitant un jour m'a dit « mais vous pourriez peut-être aller là, à l'association Addiction France, qui s'appelait autrement ». Et donc Antoine ne voulait pas y aller, et j'y suis allée une fois. Et on m'a dit, mais on peut aussi vous écouter, vous. Et là, pour la première fois, j'ai eu une écoute extraordinaire, vraiment, une bienveillance, une empathie. Pour la première fois, quand je parlais, la personne que j'avais en face de moi, elle comprenait ce que je lui disais. C'était, je vous assure, assez... Oui, c'est incroyable. Elle m'a écoutée en tant que mère et la personne m'a aussi fait voir que, en tant que femme, mais en tant que personne, quoi, oui, j'existe. Enfin, il y avait quelque chose qui vivait là et qui devait être respecté, entendu. Antoine est venu une fois avec moi. Et puis n'a pas voulu revenir. Et moi, pendant de nombreuses années, je suis revenue. Ça m'a énormément aidée. C'est ce qui chargeait mes batteries pour repartir au combat. J'y cherchais toujours, j'espérais toujours un peu revenir avec une baguette magique, que jamais je suis revenue avec la baguette magique, seulement avec un petit peu plus d'énergie. Et extraordinaire... Antoine est décédé, je suis allée dire au revoir à la personne qui m'avait accompagnée, et merci. Elle m'a dit, vous savez, je peux continuer à vous écouter, vous pouvez continuer à venir me voir. Et alors là, les bras m'en sont tombés, quoi. Et oui, on ne m'a pas laissé tomber, quoi. Madame, au revoir, ce que j'entendais tout le temps, maintenant, et j'ai continué à être... peu de temps, mais suffisamment, jusqu'au moment où on sent que ça y est. Et ça, je vous assure, c'est énorme. Donc, merci, vraiment un grand merci à l'association et surtout cette personne qui m'a reçue, qui était exceptionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Je peux juste ajouter quelque chose? Allez, et puis on passe aux questions, parce qu'on a plus beaucoup de temps. 30 secondes juste pour ajouter, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais tous les adolescents qui fument des cigarettes, fument des joints, boivent de l'alcool, ne sont pas forcément des ados en difficulté. Ça, je pense que non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que il y a souvent des parents qui disent j'ai trouvé un paquet de cigarettes, mon enfant est complètement accro, de toute façon il sort plus de sa chambre. Et c'est un peu ce qu'on disait avant. Les ados sont des ados et il y a des choses qui font partie, notamment les conduites d'exploration, les conduites de je teste mes limites, j'ai envie d'appartenir à mon groupe de pairs, je veux dépasser un peu le cadre qui est fixé par mes parents. Ça fait partie de la construction même d'un adolescent et ce sont des choses normales, quand bien même, bien sûr, parfois il y a des signes de souffrance et cela, il faut éviter de pas les louper, il faut essayer de ne pas les louper. Mais par contre, tous les enfants ne sont pas forcément accros à la cigarette parce qu'on a retrouvé un paquet dans leur poche. Merci pour ce rappel, merci beaucoup. Je vous invite... Il nous reste, sauf erreur, un tout petit quart d'heure avant d'aller déjeuner. Alors, je vous invite à réagir ou à poser vos questions à nos intervenants. Ça marche, ouais. Bonjour, alors moi je me permets d'intervenir sur une double casquette puisque je suis chef de service à l'association Aurore d'un dispositif d'équipe mobile addicto précarité avec la mise en place d'actions à destination des jeunes. Mais je voulais intervenir moi en tant que maman
d'un enfant qui maintenant est âgé de 29 ans, je suis maman de 3 enfants, qui a eu un parcours de consommation couplé à un parcours de délinquance, couplé à un parcours d'incarcération. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué en fait dans tout ce que j'entends et moi qui me dérange un petit peu. Alors c'est génial tout ce qu'il existe, mais moi j'aimerais qu'on parle de la phase d'avant, de la capacité des parents à aller demander de l'aide, de la stigmatisation des travailleurs sociaux quand un parent va demander de l'aide. Alors moi j'y œuvre tous les jours, hein, du coup j'interviens dans des écoles du social pour demander à une maman comment elle va. Parce que même si on se dit tous on n'est pas dans le jugement, il n'y a pas la culpabilité, indéniablement dans toutes les questions qu'on nous pose, on nous demande quand même de nous justifier sur notre rôle de parent. Pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Donc moi je trouve que ce préambule est d'essayer de déstigmatiser, parce que c'est très compliqué, et là c'est la maman qui parle, d'aller dire aidez-moi, j'arrive pas avec mon enfant. C'est quelque chose qui n'est pas très simple, hein. D'ailleurs quand j'en parle, même toujours, maintenant il a 29 ans, ça a commencé, il en avait 14, ça me touche toujours autant. Et la deuxième chose que je souhaitais apporter aussi, c'est la prise en compte d'une fratrie, et on n'en a pas parlé. Parce qu'en général, quand on a un enfant qui dysfonctionne, alors pour diverses raisons, on est très focus sur cet enfant. Pour ma part, ça a été les audiences, les parloirs, tout ce qui est en lien avec la détention et l'incarcération, jusqu'à un jour, un de ses frères me dise « mais en fait, il n'est pas là et tu n'es là que pour lui ». Donc en fait, c'est comment on arrive à construire une cellule familiale avec un enfant qui dysfonctionne, qui consomme, avec les dommages collatéraux. Hein, tout le monde ne tombe pas dans la délinquance et la détention. Mais ça peut arriver avec la consommation de produits. Et voilà, je voulais juste apporter ces deux axes-là, en tout cas à tous les travailleurs sociaux qui peuvent être dans la salle. Dites-vous que c'est compliqué pour un parent de demander de l'aide. Et quand on arrive notamment, par exemple, à l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est un droit pour un parent de solliciter l'aide sociale à l'enfance. Voilà, quand on ferme la porte et que l'enfant il sort par la fenêtre et qu'on n'y arrive plus, malgré toutes les bases qu'on pense savoir donner et qu'on pense ne pas être une famille complètement déconnante, et là on vous regarde, mais c'est qu'est-ce que vous avez fait en tant que parent, vous avez complètement merdé. Donc faire très attention aux mots qu'on emploie, et il y a énormément de parents qui n'ont pas du tout cette capacité à demander de l'aide. Ici, on est entre personnes, on a, je pense, tous un niveau intellectuel à peu près acceptable. Quand on est de notre culture, quand on ne parle pas français, quand on a un peu une situation qui fait que c'est compliqué. Voilà. Et là, je trouve ça juste dommage, parce que là, j'avais l'impression qu'on était dans le après, mais il y a quand même toute cette phase avant qui, pour moi, est déterminante. Donc voilà, c'était ça, essayer de déstigmatiser ses parents et comment on prend en charge une fratrie, parce que parfois il y a un enfant qui dysfonctionne, mais pas tous. Donc ce n'était pas forcément une question, c'était juste un petit ajout qui, à mon sens, avait un petit peu manqué dans les échanges. Antoinette, je crois que vous voulez répondre. Oui, mais en fait, le programme Une affaire de famille, il est destiné à toute personne, tout public. Et donc, effectivement, avant même que ça se passe, c'est tout à fait intéressant d'avoir l'occasion de faire ce programme Une affaire de famille qui outille, qui donne des habiletés à fonctionner, à repérer les situations, etc. Donc c'est un programme vraiment de prévention, pas un programme pour l'après, même s'il donne aussi des outils qui serviront à l'après. Mais pour autant, moi je rêve que ce programme soit fait très précocement, un peu partout, parce que c'est ce qui permettrait aussi d'être habile, enfin avoir des habiletés qu'on n'a pas appris au fond, parce que tout le monde l'a dit, le métier de parent, il y a pas, c'est un métier, c'est une école, et on hérite en plus d'un certain nombre de choses dans nos bagages quand on arrive au monde. Donc il faut défaire parfois de temps en temps ces valises-là et regarder ce qu'on a. Donc le programme Une affaire de famille, c'est déjà une bonne introduction pour se rendre compte. Et on voit que bon nombre de personnes après ont fait un travail supplémentaire, ou on refait une deuxième fois le programme Une affaire de famille, parce qu'ils n'avaient pas tout compris, et ils le voient un peu comme une formation. Ça, c'est vraiment très amusant d'en voir les retours de cette manière-là. Et moi, je rêverais vraiment qu'on le diffuse beaucoup, beaucoup plus largement et partout. Peut-être
on parlait en préparant la table ronde, Hervé Richard, peut-être aussi des enjeux sociétaux, de communication. Il y a peut-être un grand travail aussi à changer dans la société pour qu'on arrête justement de stigmatiser les parents et les familles. Au-delà de m'embarquer sur le changement de société, à cette heure-là, par contre, oui, sur l'environnement, ce que vous évoquiez, madame, ça nous fait penser aux entretiens, notamment en médiation familiale, où il y a un certain nombre de couples, donc les entretiens se font sans les enfants, les deux parents sont là, et souvent ils expriment le fait qu'ils n'ont pas pu ou su retrouver les bonnes modalités de communication entre eux pour pouvoir renouer quelque chose, que ce soit avec leurs enfants ou entre eux. Mais c'est aussi de la peur de la réponse qu'ils auraient pu obtenir là où ils étaient susceptibles de demander de l'aide ou un appui ou un accompagnement en exprimant ce que vous dites très bien, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, autour de potentiellement de cette culpabilité, potentiellement c'est à vous de vous en occuper, potentiellement, ben oui, mais alors du coup, séparez-vous, ou quelque chose de cet ordre-là. Et le poids de la parentalité et de la responsabilité dans ce cadre-là n'est que grandissant, effectivement, dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça s'accompagne avec des tendances éventuellement à diminuer un revenu de solidarité active à des parents qui ont potentiellement des jeunes gens chez eux qui ont un peu agité quelques quartiers récemment ou qui les agiteront dans l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de délinquance, vous avez prononcé ce mot, il y a un enjeu d'éducation, il y a un enjeu de cadre, pour reprendre le mot de Richard tout à l'heure, mais qui est contrebalancé avec une sanction qui re-rentre dans le champ de la parentalité et non pas uniquement sur l'auteur, à un moment donné, de l'acte délictueux ou de quelque chose, d'un acte déviant, ou peu importe comment on le qualifie. Donc effectivement, c'est aussi cet environnement-là qui vient rajouter cette espèce de chape sur la question même de la parentalité, qui, derrière, vient questionner les modèles de famille de type monoparental, etc., où, à un moment donné, la limite de la capacité aussi à accompagner, parce que mes horaires de boulot ne sont pas super compatibles pour accompagner au devoir, pour prendre en charge, pour l'écouter le soir, etc. Donc c'est aussi tout cet environnement-là, dit sociétal, qui est un fort enjeu, mais on voit bien comment la bascule sociétale se fait de plus en plus sur la responsabilité des parents, avec notamment tous les réajustements des politiques familles. On voit bien aussi comment ça rentre dans d'autres girons. Je ne suis pas en train de les qualifier de mieux, de moins bien, de meilleur, ou peu importe, mais on voit bien qu'il y a des bascules qui s'opèrent actuellement et où la question du niveau de responsabilité se transfère petit à petit, notamment sur les parents, auquel cas il fallait rajouter un poil de culpabilité. Oui, merci pour ces commentaires. Il nous reste encore peut-être une ou deux petites questions avant d'aller déjeuner. Oui, Betty ? Oui, je voudrais répondre à ce que vient de dire la dame qui est je ne sais pas où. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, c'est l'engagement de COPMA, mais je voudrais vous donner des témoignages entendus en groupe de parole. Ce sont des parents qui disent eux-mêmes qu'ils mettent en danger leur famille parce qu'ils s'engagent énormément avec l'enfant malade au détriment du reste de la famille. Ça, c'est extrêmement important ce qui vient d'être dit parce que, premièrement, c'est douloureux quand on en fait le constat. Mais en même temps, il faut être aidé pour pouvoir avoir le recul et visualiser la situation. Je pense entre autres à une femme qui me disait, ben voilà, moi qui nous disait, c'est un groupe de parole, qui nous disait, ben voilà, mon fils il a 40 ans, je lui paye ses loyers, il travaille plus quoi. C'est lui qui vit dans les immondices et les cloaques, et je lui paye les loyers quoi. Et les autres enfants disent, mais et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on est ? Et les autres, la fratrie est dans l'ombre et dans l'oubli, et le vit très mal. Donc ça a des vraies conséquences qu'il faut entendre. Merci. Dans le cadre du témoignage aussi, je dois dire qu'Antoine, nous avons 3 enfants, donc il était le 2e. Et donc je n'en ai pas parlé, mais c'est toute la souffrance du frère aîné et de la petite sœur. La petite sœur qui, quand elle me parlait d'Antoine, elle me disait « ton fils prodigue est revenu ». Et c'est effectivement compliqué aussi parce que tout mon regard et tout notre regard était sur lui.
Et les autres se rendaient compte à quel point ça nous rendait mal, et ils en voulaient énormément à Antoine. Et c'est encore autre chose. Merci. Bon, malheureusement, il est l'heure de conclure cette table ronde, même si on aurait continué à parler bien volontiers. Un grand merci à vous tous pour votre attention. Mille merci aux intervenantes et aux intervenants, et grand merci à Brigitte notamment, et merci du cœur. Alors, une petite annonce de service. La salle sera fermée. C'est bien ça, Myriam. Donc, vous pouvez laisser vos affaires durant le déjeuner. Le repas va durer jusqu'à 14h15. Donc, on se retrouve à 14h15. Bon appétit à toutes et tous. Merci.